Delphine Ossagel a 33 ans, c'est une jeune femme lumineuse, c'est une maman de 2 enfants, un enfant de 6 ans et l'autre de 18 mois. C'est une infirmière de nuit à la clinique d'Albi et dans son entourage, on la décrit comme une mère dévouée, solaire, mais profondément fatiguée par un quotidien qui est devenu étouffant. Depuis des mois, son mariage s'effondre. Elle est mariée avec un certain Cédric. Et en fait, derrière le quotidien de cette femme, Delphine s'échappait par le biais d'un amour secret. Pendant l'été 2020, elle s'inscrit sur une application de rencontre. Et là, elle fait la connaissance de celui qu'on appellera plus tard l'amant de Montauban. Il s'appelle Jean Donat. Il a 39 ans. Et il est technicien dans le spectacle et professeur de piano. Il est lui-même en couple, mais son union, tout comme Delphine, elle bat de l'aile. Entre eux, c'est le coup de foudre immédiat. Ils vont se rencontrer directement toutes les 2 semaines dans des hôtels ou alors chez lui quand sa compagne est absente. Et très vite, la relation va dépasser le simple cadre de l'aventure, de « oh tiens, j'ai un amant, j'ai une amante, par-ci par-là ». C'est-à-dire qu'ils commencent à s'aimer et à s'aimer profondément. Et ils décident de construire des plans concrets pour l'avenir. Delphine, elle cherche activement un logement à Albi pour qu'ils puissent s'y installer ensemble cette fois. Et elle a déjà consulté un avocat pour penser au divorce, à la garde de ses enfants et à la pension alimentaire. Laissez-moi vous parler un peu de son mari. Son mari s'appelle Cédric. Cédric Jubilard. C'est un artisan plaquiste de 33 ans. Il est décrit comme un homme immature, provocateur, parfois arrogant, et au caractère plutôt versatile. Il apprend que sa femme, Delphine, veut divorcer, et il suit de plein fouet cette demande de divorce. C'est-à-dire que lui, il refuse complètement d'accepter cette demande, et il tombe des nues, et il n'est absolument pas d'accord. Ça le rend dingue. En plus de ça, il est aux abois financièrement, il est vraiment en dèche, si je puis me permettre. Il épie ses comptes, il épie aussi les comptes de sa femme, les faits et gestes de sa femme. Il supporte pas le fait qu'elle veuille divorcer et lui-même, ça le met dans une réelle insécurité. La nuit du 15 au 16 décembre 2020, à 22h55, Delphine envoie un selfie d'elle-même en pyjama à son amant. Elle est douchée, elle est prête à dormir et dans ce selfie, elle met les mots suivants: « Je t'embrasse ». Et ça sera son tout dernier signe de vie. En colère, en colère, en colère, en colère. Après 23 heures, le huis clos familial va virer au cauchemar. Le fils aîné, qui est âgé de 6 ans au moment des faits, expliquera avoir entendu une violente dispute entre ses parents, Cédric et Delphine. Au même moment, dehors, 2 voisines entendent des cris de femmes stridents dans la nuit. À 3h53 du matin, Cédric appelle les gendarmes, sa femme aurait disparu. Il dit que sa femme a disparu, qu'elle était partie promener les chiens à pied, en pleine nuit, en plein hiver, en pyjama, sans clé, sans voiture, et n'emportant que son téléphone. Et les chiens, eux, seraient revenus tout seuls. Dès le tout début, les gendarmes ont très vite braqué leurs soupçons sur Cédric Jubilard. Il y a plusieurs éléments, dès les premières heures et les premiers jours, qui ont rendu sa version des faits totalement invraisemblable pour les professionnels de l'enquête. Déjà, il y a le scénario qu'il est en train d'apporter. Cédric affirme que sa femme est sortie d'elle-même promener les chiens à pied après 23 heures, en pleine nuit d'hiver, sans rien, en pyjama. Mais il y a plusieurs faits qui clochent immédiatement. Déjà ceux que je viens de vous citer, mais bon, je vais les répéter. 1. La météo et la tenue. C'est-à-dire qu'on est mi-décembre, il fait hyper froid, genre on est proche de 0, la meuf elle a pas pris de manteau. Et Delphine, elle serait partie en petit pyjama léger, sans rien. Ensuite, il y a les affaires qui sont laissées sur place. Elle est partie sans ses clés de voiture, sans ses papiers d'identité, sans son sac à main, sans ses lunettes de vue et ses lentilles de contact. Et ça, c'est un point important parce qu'elle a une très, très, très mauvaise vue et elle ne se déplace jamais, jamais sans. Moi, par exemple, si je suis portée disparue et que vous voyez que mes lunettes sont chez moi, c'est que quelqu'un m'a kidnappée. Je ne sors jamais sans mes lunettes. Si elles sont pas sur mon nez, elles sont dans mon sac. Mais littéralement, j'ai des lunettes depuis quoi ? Depuis que j'ai 4 ans ? 5 ans, 6 ans ? Je sais pas.
tout cas depuis que je suis vraiment petite. C'est un automatisme d'avoir mes lunettes. Donc là, typiquement, on se dit, c'est bizarre. Et ensuite, un autre point, c'est tout ce qui concerne les chiens. Les proches de Delphine affirment qu'elle ne promenait jamais les chiens détachés en pleine nuit. Et encore moins sur des longues distances. Sauf que là, on rappelle qu'ils sont détachés et qu'ils sont en plus revenus par eux-mêmes. Ils n'avaient pas d'attache particulière. Donc bon, Cédrico Pépito, t'es en train de nous raconter des énormes conneries avec ton gros nez de Pinocchio, de menteur, manipulateur, d'énormes merdes qui pue du cul, va pourrir en prison, espèce de grosse merde. Pardon, je me suis emportée. Et c'est pas fini. Lorsque les gendarmes arrivent sur place, à la suite de l'appel du Cédrico Pépito Mitoto, ils arrivent vers 3h53 du matin au domicile des jubilards, et comme par hasard, il y a une machine à laver qui tourne en pleine nuit. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça coûte moins cher de faire tourner le linge en pleine nuit. C'est vrai, mes parents font ça parce que l'électricité coûte moins cher. Mais à 3h53 du mat, non, tu fais ta lessive, au plus tard, tu la fais aller entre 21h et 22h, 23h. Mais à 3h53, tu vas me dire, t'as une machine qui est en train de tourner, tranquille. Vous foutez de ma gueule ? Donc, à l'intérieur, les gendarmes découvrent, parce que c'est ça qui est le plus intéressant, que la couette du lit de Delphine est dans cette machine à laver. Voilà, c'est juste la couette du lit de Delphine. Et Cédric, il explique, oui, non mais je l'ai lavé parce qu'en fait, c'est les chiens, comme ils ont marché dehors et après ils ont marché dessus, du coup c'était sale, du coup j'ai décidé de lancer une lessive vers 4h du mat'. Alors que ma femme, elle a disparu. Genre, les chiens, ils sont rentrés. Ils ont mis de la terre partout. Ils sont rentrés tout seuls. Et je me suis dit immédiatement, tiens, je vais faire une lessive. Enfin, fous-toi de notre gueule. Franchement, fous-toi de notre gueule un peu plus. J'ai l'impression d'avoir pas capté. Genre, franchement, essaye encore un peu. Et un dernier point, parce que visiblement, il n'y a pas assez de points accablants contre ce merveilleux Cédric. Les premiers intervenants vont décrire Cédric comme un homme qui est étonnamment calme, presque détaché et pas du tout dans l'état de panique d'un mari dont l'épouse a disparu dans la nuit. Voilà, un homme mais merveilleux. En plus de ça, il ment. Bon, il ment depuis le début, mais il ment. Cédric a affirmé, là je vous fais une enquête, Cédric a affirmé aux gendarmes qu'il s'était couché vers 22h30, 23h. Et qu'il avait dormi profondément jusqu'à son réveil vers 3h45. En fait, déjà, tout est complètement con. Cédric, si je puis me permettre, tu racontes juste des conneries. Donc tu t'endors à 22h30, 23h, oui, tranquillou bilou, et ta femme, elle dormait avec toi, et tu l'as pas senti sortir. Elle t'a pas prévenu, tiens, je vais aller promener les chiens. Elle est partie promener les chiens à 23h, je comprends pas. Et toi, t'es resté dans un profond sommeil jusqu'à 3h du matin? Tu savais que ta femme était partie vers 23h? Ou alors est-ce qu'elle est partie plus tard et elle t'a pas prévenu? Une femme qui part toute seule promener ses chiens sans rien, sans prévenir? Oui. Et en plus, les premières vérifications sur son téléphone portable et le routeur internet de la maison, j'utilise des mots que même moi je connaissais pas, le routeur, montre qu'en fait il a utilisé son téléphone à plusieurs reprises au cours de la nuit alors qu'il disait qu'il dormait à ce moment-là. Pinocchio va. Pinocchio, ton gros pif. Donc, pour les enquêteurs, c'est simple, on va se tourner vers le mari puisque ce sont les époux qui commettent des féminicides, tout simplement. Hein, c'est le plus logique, c'est toujours le mari. Oui, mais c'est pas juste parce que parfois il y a des maris, ils ont vraiment rien fait. Alors oui, parfois il y a des mecs, ils ont vraiment pas tué leur femme, mais dans la grande majorité des cas, c'est le mari ou l'ex-mari, voilà. Donc pour une fois, ils ont fait à peu près leur taf, ces fameux enquêteurs, et en même temps, plus je vais vous expliquer l'histoire, plus vous allez vous dire, mais en fait, le taf n'a pas été fait. Et tout ça aurait pu être évité. Vous allez me dire, c'est quoi ça? Parce que est-ce que Delphine est séquestrée quelque part? Spoiler alert, vraiment, non, elle est morte. Hein, voilà, il n'y a pas de spoiler, tout le monde est au courant. Si vous ne connaissiez pas cette affaire, elle est bien décédée. Voilà. Elle n'est pas... Quoique, ça se trouve... En vrai, j'ai déjà regardé une série où, en fait, la meuf, elle avait passé des années dans une sorte de bunker... J'ai dit bunker, là.
Non, je sais pas. Bunker. Bunker, c'est les connards qui disent bunker. Ouais. Dans une sorte de bunker sous la terre. En même temps, c'est toujours sous la terre. Hein. Et en fait, elle avait été retrouvée vivante alors que tout le monde pensait qu'elle était morte. Mais bon, encore une fois, j'ai pas fini l'histoire et j'avoue que non, elle est morte. Voilà. À ce moment-là, il n'y a pas de corps. C'est-à-dire qu'on se dit, il y a une dame qui a disparu. Visiblement, elle doit être morte, mais pas de corps. Et il y a un truc à savoir, généralement, c'est très difficile de faire condamner quelqu'un sans corps. Parce que sans corps, c'est très difficile de prouver qu'il y a eu un crime. Voilà. Genre, sans corps et sans arme du crime, c'est vraiment complicado, pépitito, mais genre de chez Pépitito, Populuto, quoi. Hein. Populos, Maximos Populus. Vraiment. Mais bon, pour les enquêteurs, on se dit, ok, là, c'est plutôt clair. Il y a un mobile, le couple était en instance de séparation, en instance de divorce, à l'initiative de Delphine. Cédric vivait très mal la situation parce que c'était un pauvre plouc, va. C'était un ploucos manipulateur et hyper mal vu dans la région. Alors d'habitude, les manipulateurs sont très très bien vus, mais bon, pour une fois qu'il a été mal vu, voilà. Hein. Et lui, il le vivait hyper mal, il faisait des petites tempêtes émotionnelles, voire des énormes tempêtes émotionnelles, ce vieux fion. Et en plus, il était au chômage. Pff, moi aussi, parfois, je touche le chômage quand j'ai pas assez de sous à cause de mon freelance. Enfin, vous avez capté. Mais lui, c'est un plouc, ok ? Il était au chômage, il avait pas d'argent, et en plus, sa maison, qu'il avait construite lui-même et qui était même pas finie, elle appartenait en grande partie à qui ? À Delphine, cette grande star, qui en plus, parce qu'apparemment, on a changé les rôles, assumait toutes les charges financières grâce à son salaire d'infirmière. Alors déjà, la vie d'infirmière, ça doit être hard. Le salaire d'infirmière, il est cuchi, et tu te coltines un pauvre tocard là, qui fait ses cris de qui est incapable de rien faire, qui est là sur son canapé, juste il mange des Doritos, comme ça, et il a toujours la poudre des Doritos sur ses gros doigts mal avec les ongles mal coupés, vous voyez, et je suis sûre qu'il a des gros ongles de pied bien crochus, bien moches, qui est toujours là, qui est nul, qui baise mal, qui agresse, qui crie, qui frappe, qui fait de la manipulation, qui fait du chantage, machin, bref, lui, un ploucos pépitos, et les enquêteurs, pour la première fois de leur vie, et ils voient, ils se disent, ben oui, et en plus, si Delphine partait dans ces conditions-là, Cédrico, il perdait tout. Il perdait sa femme, il perdait potentiellement la garde de ses enfants, il perdait sa maison parce qu'elle appartient en grande majorité à sa femme parce que c'est elle qui a la thune et c'est elle qui paye, et du coup, il perd tout, et même les moyens, il a plus de moyens, il a plus rien puisqu'il gagne pas d'argent. Et du coup, toute cette accumulation d'incohérences déjà, dans ce qu'il a dit, de comportements suspects, de mensonges, ça a poussé les enquêteurs à écarter très vite la thèse de la disparition volontaire, en mode ouais, j'ai décidé de partir. Parce que peut-être qu'on aurait pu se dire, vas-y, elle a quitté, elle veut quitter son chum, mais en fait on sait qu'elle a un amant. Peut-être qu'en pleine nuit, elle a décidé de quitter son mari sans le lui dire, d'abandonner ses enfants. Bon, écoute, ça peut arriver, même dans des cas extrêmes, et d'aller vivre une meilleure vie auprès de son amant. Mais non, ce n'est pas une disparition volontaire, d'autant plus que l'alibi de Jean, je sais plus quoi, là, l'amant, enfin ça a été vérifié qu'il était à un autre endroit, que bref, c'était clean. Donc, impossible. Donc on enlève la thèse de la disparition volontaire, on enlève celle de l'enlèvement par un mec comme ça qui traîne, son mode, il y a quand même pas mal de circonstances aggravantes sur le petit Cédrico Pépito, et du coup, on va se concentrer quasi exclusivement sur le mari qui est bien chelou. Et d'autant plus, ce qui est très intéressant, mais genre vraiment très intéressant. 1 mois avant la disparition de Delphine, Cédric et sa mère se retrouvent sur le parking de l'entreprise où travaille justement la mère de Cédric, qui s'appelle Nadine. Cédric vient la voir pendant sa pause cigarette. Le gars, il est à bout, ouais, machin. Il gueule, il est en mode, il est pas content, il est impulsif, il supporte pas l'idée que son couple tombe en lambeaux. Et alors qu'il évoque
Delphine et son refus du divorce à sa mère, il lâche la phrase suivante, devant sa mère, hein. 2 points, ouvrez les guillemets. Et il dit mot pour mot, j'en ai marre, elle m'énerve, je vais la tuer, je vais l'enterrer, et personne ne va la retrouver. Mais Nadine! Mais Nadine! Nadine! Nadine, 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 Nadine. Nadine, qu'est-ce que t'as foutu? Parce que j'ai pas envie de mother shamer. Mais là, franchement, t'as quelqu'un qui te dit, je vais la... Limite, tu dis, oh putain, j'ai envie de la buter, ça me saoule. Je peux comprendre que tu prennes pas la teneur. Parce que même moi, par exemple, j'ai tendance à extrapoler. Je peux me dire, ok, je peux concevoir que t'aies pas pris la teneur, même si globalement, tu connais ton fils. Tu sais s'il est violent, s'il est pas violent, voilà. Mais je peux comprendre que, à ce moment-là, tu sois en mode, ça me paraît invraisemblable que mon enfant que tu crois connaître aille assassiner quelqu'un. Moi, à longueur de journée, je suis en mode putain, j'ai envie de canner, ou toi, va crever. J'ai pas réellement envie que t'ailles crever. Enfin, je m'en fous, tu vois. Donc, j'aurais pu comprendre. Mais là, il a pas dit ça. Il a dit je vais la tuer, je vais l'enterrer et personne ne va la retrouver. Faut être complètement malade. Et Nadine, à cet instant, sa mère, à cet instant, elle hausse les épaules, elle lui dit mais arrête tes conneries et tout. Mais ça va pas. Ça va pas. Encore une fois, j'ai pas envie de mother shamer, mais putain, ça aurait pu être tellement évité. Putain, tu le connais ton fils ou pas? Et même si tu te rends compte que tu le connais même pas, quand il te dit je vais l'enterrer et personne ne va la retrouver, tu te poses des questions quand même. Je sais, il y a un truc, il faut creuser. Là, il y a un souci, tu vois. Franchement. Et en garde à vue, Cédric, il va plus tard reconnaître avoir tenu ses propos, mais il va minimiser en disant aux enquêteurs « Non, mais c'est une expression que j'utilise fréquemment. » Ah d'accord, oui, j'ai envie de buter quelqu'un, d'accord. Oui, sous le coup de la colère, il disait ça, ouais, j'utilise ça sous le coup de la colère en mode comme un gros mot. Mais toi, tu suces des graviers depuis ton plus jeune âge, en fait. C'est-à-dire que tu essayes de nous mentir en pleine gueule. C'est-à-dire que je veux bien que tu dises « Ouais, j'en peux plus, je veux la quitter au pire du pire. Et franchement, c'est pas à ton avantage. Je veux la tuer. Ou non, je vais... Là, t'as pas dit je veux. T'as dit je vais la tuer. En fait, et c'est ça qui est complètement différent. Menteur de Paris, mais t'as couché, va au lit, genre. Menteur. Menteur. Tu dis pas, comme un gros mot, je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne va la retrouver, puis après je vais pisser sur sa tombe, puis après je vais lui découper les pieds et tous les orteils pour en faire des bagues. Bah non, personne dit ça en fait, sous le coup de la colère. Même moi, je dis pas ça. Quoique, je pourrais dire ça, mais parce que moi, je suis juste spéciale. Et je suis pas un homme. J'avais envie de dire un homme, et je me suis empêchée. Ok. Non mais enfin bon. Et les autres? Bon, lors du procès ensuite, la mère, Nadine, en larmes, encore une fois, du coup, je mother shame pas, parce que voilà, elle exprime une grande culpabilité, et ça, je peux le comprendre. C'est pas sa faute, ce n'est que la faute de la personne qui l'a commis, mais ça aurait pu tellement être évité. Elle dit, ouais, j'ai pas compris la portée de ces mots, si je les avais pris au sérieux, on n'en serait peut-être pas là. Peut-être. Peut-être oui, en effet. Et en même temps, même si tu les avais compris, peut-être qu'on en serait là. Pourquoi ? Parce que, en fait, il aurait été... Tu crois qu'il lui serait arrivé quoi ? Tu crois qu'il lui serait arrivé quoi à Cédric ? Je veux dire, tu te dis, mon fils, il veut potentiellement tuer sa femme, quoi. Tu vas aller le dire à la police. La police, il avait pas eu de crime. On va pas arrêter quelqu'un qui a pas commis de crime. Parce que la police attend que les crimes soient commis avant de punir. Donc, c'est-à-dire qu'on va laisser les femmes en danger. Peu importe les signaux, peu importe la préméditation. Parce que c'est ce qu'on appelle une préméditation si un mois avant... Enfin bref. Si tu commences à donner des signaux comme quoi t'as envie de buter ta femme et que t'es violent et tout... Enfin bref, au bout d'un moment, hein, il faut pas connaître... Enfin bref, faut pas avoir fait maths sup, maths spé pour pouvoir comprendre ça. C'est plutôt logique que le gars est violent. Et puis tu vas chez lui, tu regardes ses sacs pleins de Doritos, tu regardes ses doigts et l'état de ses yep, tu comprends vite que le type n'est pas net au bout d'un moment. Mais la police n'aurait jamais rien fait. Donc en fait,
Oui, ça aurait pu être évité et en même temps, non. Enfin, potentiellement, mais on sait pas. Enfin, parce que c'est pas comme si la police allait aider les femmes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Honnêtement, ça n'existe pas. Ça existe dans de très très peu de situations. En tout cas, que la police aide les femmes avant même que quelqu'un passe à l'acte. Genre une femme qui va se plaindre pour harcèlement, on va pas agir tant que la personne elle s'est pas encore faite violer ou que elle s'est pas encore faite poignarder en fait, voilà, ou cambrioler. Ah bah oui, mais en même temps, il vous a rien fait, nanani, pour l'instant il reste à distance, voilà. Donc c'est pas comme si on allait vraiment protéger les meufs. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même fou parce qu'il y a des mecs violents comme ça qui marchent partout, là, dans les rues avec nous. Genre, mais vous devriez avoir des badges qui vous aident, genre un truc qui détecte. Un truc qui détecte naturellement que vous êtes des psychopathes. Franchement. Hein. Et en fait, non, là, je me mens. C'est pas des psychopathes. Le pire, c'est que c'est des mecs normaux. C'est ça qui en fout. C'est que c'est des, j'ai envie de dire c'est des tarés, mais c'est un mec lambda de chez lambda et c'est bien pour ça. C'est bien pour ça que le type s'en sort pendant aussi longtemps. C'est bien pour ça que personne ne veut croire les femmes quand elles viennent dénoncer des faits ou qu'elles viennent partager leurs peurs. Parce que justement, les mecs qui commettent des violences sont des types lambda. Et je parle aussi, et surtout en cette période qui est difficile pour moi là, je parle également de mon expérience. Les mecs qui m'ont agressé, violé, c'est des mecs lambda, de chez lambda, lambda, land. Vraiment lambda. Donc c'est bien ça le problème. Et du coup moi j'aimerais avoir un truc qui détecte, je sais pas, un pins, vous plantez dans le téton et il faut que ce soit visible et ça prend une couleur. Si c'est vert c'est que c'est bon, si d'un coup ça tourne au rouge c'est qu'en fait on a détecté que au fond, vous étiez pas net. Action ou pas action, vous étiez pas net. Et je tiens à le répéter parce que ma colère est vive et très intense depuis la semaine dernière, hein, depuis vendredi dernier, parce que les mecs sont des merdes. Voilà pourquoi. Parce que je me suis dit, vraiment, en fin de semaine dernière, je me suis dit, ma colère est peut-être trop forte. Et je m'accroche trop à ma colère. Et ma mère m'avait dit ça. Et puis finalement, j'en suis venue à avoir un rappel à l'ordre par l'univers finalement. Et une bonne grosse claque dans la gueule par un homme, métaphoriquement et en même temps pas tellement. Qui m'a rappelé à quel point les hommes étaient des grosses merdes pourries. Voilà, tous les hommes, tous les hommes, tous les hommes, tous les hommes, tous les hommes. Je vais le répéter encore un peu. Tous les hommes. Moi, j'aime pas. Même il y a des girls. Ouais, pas tous les hommes, mais que des hommes. Tous les hommes, basta così. Tous les hommes. Tous les hommes sont soit des violeurs, soit des potentiels violeurs. Basta così. Je peux pas vous voir. Me demandez pas de compatir parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand on cumule violence sur violence sur violence, agression sur agression sur agression, il y en a marre. 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 Vous êtes tous comme ça. Et oui, je suis misandre. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Et je vous crache à la gueule. Et je vous crache à la gueule parce que vous me faites tous peur et que vous me dégoûtez tous. Ça peut vous donner du pouvoir de vous dire ah ben c'est trop bien, je fais peur. Bah ouais. Parce que la colère, elle vient forcément de quelque chose. Et moi, la colère, elle vient de ma peur. Et les mecs me font peur parce qu'ils sont tous capables de faire des dingueries et de s'en sortir. Ça me dégoûte. Vous êtes des merdes. Des merdes. Et Cédric en fait partie. Et tous les hommes. Et même mes voisins, les mecs d'en bas. Tous. Et justement, les mecs les plus gentils. Et c'est ça qui me fout le cerveau en cacahuète. C'est que là, ces derniers temps, je vous jure que... En plus, j'ai fait un effort. Hein. On le dirait pas parce que mon podcast, je sors que ma colère dans mon podcast. Mais j'ai refait confiance. J'ai recru. Je me suis dit, vas-y... Peut-être que y a des mecs qui sont pas mauvais, tu vois. Peut-être qu'il y en a qui... Parce que mais en fait, les mecs qui sont pas mauvais dans mon entourage, c'est des mecs gays. C'est les mecs gays. Voilà. C'est les seuls qui sont pas mauvais. Qui n'ont pas fait de bêtises. Qui n'ont pas fait de conneries de cet ordre, en fait. Et je vous jure que ces temps-ci, j'étais en mode... J'ai baissé ma garde en me disant, crois à nouveau. J'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû. J'ai eu ma claque dans la gueule la semaine dernière. Mais plus qu'une claque, une tornade en pleine gueule. La semaine dernière.
Et je me suis dit, là, toute cette semaine, à pleurer ma race, je me suis dit qu'il y a une leçon, il y a un message de ce qui est en train de se passer là. Il y a un message derrière ça. Et le message, c'est ça, c'est qu'en fait, j'ai eu un rappel à l'ordre. Enfin, on m'a rappelé, on m'a remis dans le droit chemin. Malheureusement, à chaque fois, moi, il me faut des expériences négatives et des agressions pour me remettre dans le droit chemin. Ou des gros triggers, voilà. Et ben là, c'est ce qui s'est passé. Et c'est le cas. Et en fait, bah tant pis. Tant pis. Tant pis pour la croyance. Tant pis, ça viendra plus tard. J'aurais pas dû baisser ma garde. On ne baisse pas sa garde. On ne la baisse pas. J'ai fait l'expérience pour vous. Vous êtes une girls. Ne baissez jamais votre garde. Surtout pas. Et encore moins avec quelqu'un envers qui vous avez envie de la baisser. Parce que moi, c'est à ces moments-là où je me dis, ah là, il y a peut-être moyen. Et bam, dans ta gueule. Bam, dans ta gueule. De tu fais une erreur. Crois pas tout ce qu'on te dit. Ne crois pas ce qu'on te dit. Ne crois pas. Do not believe. Believe, croire pas believe. Ne pas croire en ses rêves. Ne pas croire en ses rêves. Vraiment, je pense que vous pourrez comprendre par vous-même que juste, je me suis rendu compte que tous les mecs étaient des merdes, mais vraiment tous. Alors que ces temps-ci, je faisais l'effort de me dire qu'en fait, il n'y en avait peut-être pas tous et que là, si. Et ça peut s'interpréter de tellement de manières, mais j'ai eu un rappel de l'univers et je vais le prendre de manière très positive. On va en faire quelque chose de positif en faisant ce putain de podcast. On retourne à Cédric. Cet enculé de gros chien de merde qui mérite de bouffer sa crotte à longueur de journée. Espèce de bouseux qui se plaint après. Parce que le Cédric, vous imaginez bien, fast forward, je vais vous donner plus de détails après. Mais bon, il allait en tôle, hein. Oui, mais machin, on me donne des médocs, et puis je suis pas très libre. Tu croyais quoi, que t'allais être au spa, espèce de bouffon, va, espèce de tapis de merde, espèce de grosse coulante, espèce d'énorme chiasse pourrie, espèce de pustule, espèce de gros, espèce de... En fait, tu sais ce que t'es qu'une énorme flaque de sperme avarié et pourri. T'es une bouteille de lait pourri avec plein de petites bouboules à l'intérieur. T'es un lait avec plein d'écume là. Espèce de grosse bousasse. Espèce de fion. Espèce de grosse croûte. Espèce de viande avariée. Espèce de croûte purulente, d'énormes boules de pu, genre. Espèce de grosse merde, de pustules, de kystes. Espèce de grosse totoche à mules. Espèce de... Mais t'es qu'une merde en boule qui mérite de... Mais juste... Tu mérites de te faire avaler dans des chiottes. Voilà ce qui se passe. Tu mérites de finir dans un putain... de trucs sanitaires. Tu mérites de finir dans les égouts. Espèce de grosse merde. De grosse merde purulente. Contagieuse et dégueulasse. Et là, je m'adresse à tous les hommes. Cis et hétérosexuels et méchants. Vous êtes tous des grosses merdes. Mais genre vraiment. Je vous déteste. Je vous déteste. Je les déteste. Oh, je vous déteste encore plus parce que je suis en colère contre moi. Parce que ces temps-ci, j'ai essayé de pas vous détester autant. Et je sais qu'on dirait pas, mais dans ma vie de tous les jours. Oh, les efforts vains que j'ai fait. En vain, ces efforts, en vain. Même mes copains, et justement, mes copains, boys, gays, me disent, les hommes devraient être une race éradiquée de cette planète. Et oui. Et nous sommes toutes d'accord. Ok ? Bref. Espèce de vieille bouse, va. Cédric de merde, je t'en foutrais, moi, de mais on est les médicaments, et bien en plus, je vois pas beaucoup le soleil. Et ben, suce un cul et bouffe des graviers, tu sais quoi. Fous-toi des putains de calots à la place des dents, et fais-toi un putain de dentier au lieu de nous raconter des... On comprend pas ce que tu dis, tu sais pas articuler, et puis t'es moche, t'es chauve, avec ton gros pifton, là. Tu pues, avec tes gros ongles, tes gros doigts, là. Espèce de Doritomane, là. Tu pues du cul, tout le monde te déteste, on a envie de te jeter des putains de pierres sur le visage. Si seulement je pouvais t'étaler par terre, j'enlèverais ma culotte, je te fais pipi dans la bouche. Espèce de vieille pioche, tête de pioche.
Putain, j'ai envie de le foutre dans un appareil à crêpes, dans un appareil à gaufrier. J'ai envie de t'aplatir comme ça dans un gaufrier, te faire fondre les yeux, quoi. Tu mérites pas de voir. Tu mérites pas de voir. Vous voyez, moi, je suis pas pour la peine de mort parce que je trouve ça... On note pas la vie des gens comme ça. Mais par contre, je suis pour la souffrance. Crevez-lui les yeux et coupez-lui la bite. Et faites-le vivre longtemps. Comme le dit ma meilleure copse, on souhaite aux gens qu'on n'aime pas une vie longue et désastreuse. Voilà ce que je souhaite. Une vie longue à Cédric, avec des yeux crevés et un prépuce totalement découpé. Voilà ce que je souhaite. J'aimerais qu'il devienne eunuque, qu'il perde ses appareils génitaux, mais par pitié, découpez-les lui, comme dans Game of Thrones. Faites-le lui bouffer comme un hot dog. Et après, on verra s'il aime bien être viandard. On verra si les hommes sont carnivores. Bah, bouffe ta queue, espèce de bouffeur justement, bouffeur de tub, là. De grosses merdes. Quoique non, les bouffeurs de tub, c'est les gays, moi. et on n'aime pas ça, d'ailleurs, si on pouvait arrêter... Parce que les hommes sont pourris. Si on pouvait tous changer et juste s'aimer entre femmes et gays, eh ben on le ferait. Point. J'ai vraiment lâché mon script. Faut que je continue, je me suis perdue. Ah oui. Très rapidement, l'affaire Jubilard va saturer les médias. Mais bien entendu, ça va pas autant saturer les médias d'extrême droite comme CNews parce que Cédric Jubilard n'est pas un homme racisé ni étranger qui s'appellerait, je sais pas, Abdel. Non, il s'appelle Cédric. Donc on en parle, mais on parle pas trop des autres soucis, voilà. Bref. Ça sature les médias et l'opinion publique. Et Cédric a une défense qui est justement celle que je vous ai donnée plus tôt. C'est en fait quand il n'y a pas de corps, et ben il n'y a pas de crime, et du coup il n'y a pas de preuve, et du coup je suis innocent. Et en réalité, c'est vrai que ça peut porter en sa faveur. Et donc, en plus de ça, les médias et aussi les avocats, bah oui, parce c'est des pépites, les avocats de Cédric Jubilard disaient et disent, encore maintenant en 2026, là, il y a eu une conférence de presse, et c'est aussi quelque chose qui est parfois répété dans les médias, ils parlent de crime passionnel. Ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas en fait, un crime passionnel, un drame passionnel, c'est pas un drame. En fait, le problème, c'est qu'on n'utilise pas les mots tels qu'ils sont. C'est-à-dire que les mots tels qu'ils sont, c'est... Cédric est une énorme merde à qui on souhaite le découpage de son pénis. Voilà ce qui se passe. Ensuite, les mots, c'est Cédric, jaloux et plouc comme il est, possessif et pouilleux et raté et nul comme il est, et complètement pathétique comme il est, a décidé d'assassiner avec préméditation sa femme et de jeter son corps comme un déchet, sans une once de respect, dès le début, quand on parle de préméditation, etc., mais également dans l'assassinat, a décidé de jeter son corps, de le cacher et ensuite de mentir éhontément. Voilà ce qui s'est passé. On parle pas d'un drame. Malencontreusement, je l'ai malencontreusement frappé. Non, tu l'as assassiné avec préméditation. Voilà les termes. Tu es un être répugnant, pathétique, minable, pourri, ridicule, sans aucun avenir, sans aucun charisme, sans aucune dignité, respect, sans aucune valeur. Voilà ce que tu es, Cédric. Et tu n'as pas commis un drame. Tu as assassiné quelqu'un. Et encore moins un drame passionnel. Passion de quoi? Passion de qui? Elle l'aimait pas? Quelle passion? Quelle passion de quoi? Oui, mais je l'ai tué avec passion. Mais Marseille Saint-Charles! Marseille Saint-Charles, et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Je me permets de le répéter. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore?
Marseille Saint-Charles. Marseille. Parce que tuer, c'est romantique. Parce que tuer, c'est de l'ordre de la passion. Parce que l'amour, c'est tuer. Parce que l'amour, c'est assassiner avec préméditation. Parce que l'amour, c'est dire je vais la tuer, elle m'emmerde, et je vais l'enterrer et personne va jamais la retrouver. C'est ça l'amour. Un drame passionnel. C'est ça votre vision de l'amour dans votre putain de patriarcat. On n'est plus dans les années 60 en fait. Dans les années 60 où c'était légal de frapper sa femme et normal. Parce que, eh bien, il faut bien lui mettre les idées en place. Et puis voilà, et puis hop, une bonne claque dans sa gueule, ça fait de mal à personne. Mais on est où? Il y a un drame passionnel. Oui, mais j'avais tellement de passion que j'ai pas pu m'empêcher de lui découper les pieds, voilà, et les jambes, et ensuite de les jeter dans un sac et de les disperser aux quatre coins de la France. Mais avec passion, hein. Mais avec une passion rare. Mais va te faire cuire le cul, qu'est passion, Cédric, tu fais 1m30, qu'est passion, dans ton corps, il n'y a même pas assez de place pour avoir de la passion. Et la passion, c'est pas ça, la passion. Si on s'imagine que la passion, c'est de la connexion, de l'amour, l'amour, ça fait ça, l'amour, ça fait tuer des gens, les découper, les tuer la mère de tes enfants, la traiter comme une merde. Revenez en divorce parce que t'es pauvre et que tu bouffes des Doritos comme une grosse merdasse que tu es. En étant violent, manipulateur, minable. C'est ça. Mais pas du tout. Et en plus, ce n'est même plus un argument valable dans la loi. Ça n'existe plus un crime passionnel. Et ça ne devrait jamais avoir existé. Point barre. Parce que c'est comme si on excusait l'acte. Oui, mais c'est un coup de folie amoureux. Je suis tellement amoureux que je t'ai tué. Mais toi, mais encore une fois, ces gens ont la manie de sucer des cailloux, mais moi, j'en reviens pas en fait. C'est là, je les imagine à quatre pattes en train de bouffer les graviers de mon jardin. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fous, Cédric? Qui? Oui, moi, sous un coup de la folie, j'ai décidé. Oui, mais toi, tu sais ce qui aurait dû être dans ta putain de machine à laver, toi-même. Voilà, tu méritais d'être dans le bac, d'être secoué. Voilà, à 60 degrés, encore. Voilà. Ouais, sur la folie, coup de folie amoureux. Mais toi, ferme ta gueule et surtout, ne la réouvre jamais. Et ça, c'est les médias qui le disent, hein, qui l'ont dit. Ouais, le crime passionnel. Souvent les médias de droite. Et également les avocats de monsieur Cédric, l'énorme minable de merde qui mérite de pourrir tout le reste de sa vie avec la moitié d'un pénis. Si tant est qu'il en ait un. Parce que je suis pas sûre. Hein. Voilà. Mais encore une fois, voilà, c'est pas un terme qui est entendable dans la justice française. On ne tue pas par amour, ni par passion. On tue parce qu'on tue. Il a tué parce qu'il était violent, parce que c'était une énorme merde. Il l'a tué parce que c'était un manipulateur complètement teuteux, avec une vie de merde, complètement minable, qu'il diminuait en fait la vie de sa femme, qu'il avait aucun intérêt ou respect pour ce que veut dire la vie, la notion même de la vie. Et deuxièmement, c'est pas un crime passionnel sous un coup de folie, il y a eu préméditation. Il a affirmé avant le crime: je vais la tuer, je vais l'enterrer, et personne ne va jamais retrouver son corps. Bon, alors, vous savez aligner des billes ou pas, là? Parce qu'au bout d'un moment, il s'agirait de... On connecte, hein, faut pas hésiter à connecter, faut pas hésiter à brancher le HDMI. Voilà, franchement, n'hésitez pas. Et c'est un féminicide, voilà le mot. Voilà le terme, espèce de gros plouc. C'est un féminicide. Voilà. Et là, j'ai espèce de plouc au pluriel. Tous des ploucs. C'est un féminicide, basta, così, pepito, finito, cardio. C'est bon. Et ça, et le féminicide, c'est ça. Et en plus, c'est un exemple parfait d'un système qui est cassé dans lequel on vit parce que c'est banal. Banal, bah oui, on va tuer notre femme. Bah oui, bah pourquoi pas. Bah oui, bien sûr. Et puis c'est pas si grave parce qu'en plus, je vais vous parler ensuite de la sentence. C'est jamais si grave que ça. On est toujours clément parce que après des années de rebondissement, des fouilles qui ont été infructueuses, d'un procès devant la cour d'assises du Tarn en octobre 2025, parce que oui, il faut 5 ans pour la justice, voilà, pour faire un procès, voilà, parce que la justice est lente, et encore 5 ans, c'est plutôt rapide, hein, j'ai l'impression. Le jury a tranché, parce que c'était devant un jury,
en s'appuyant sur justement les indices, puisqu'il n'y a pas de corps, donc tous les indices que j'ai soulevés plus tôt. Et Cédric Jubilard a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Mais vous allez me dire, mais c'est génial! Mais c'est génial! C'est tout ce qu'il mérite. Bah non! Mais attendez, la justice française, vous la connaissez. Est-ce que, dans ce que je viens de vous dire, il y a eu marqué... Enfin, moi, j'ai mon truc devant, donc je lis quand même ce que j'ai écrit. Est-ce que, dans ce que je vous ai dit, vous avez entendu? Voilà. 30 ans de réclusion criminelle, une peine de 30 ans incompressible. Est-ce que j'ai utilisé le mot incompressible? Non! Et en fait, ce qui est marrant, en France, c'est que quand on est condamné à une peine de prison, on ne fait jamais, et je vais le répéter encore une dernière fois, jamais l'entièreté de sa peine. Donc, 30 ans de réclusion criminelle, tu peux sortir au bout de 15, 20 ans. Voilà. S'il y avait eu une peine de 30 ans incompressible, à ce moment-là, tu fais tes 30 ans. Mais il y a toujours des remises de peine. Toujours. Au bout de 10 ans, réévalue. Là, potentiellement, il aurait pu faire, allez, soit 10 ans de moins, donc soit il aurait fait la moitié de sa peine. Généralement, en fait, on a une remise de peine à partir de la moitié de ta peine. Tu peux sortir au bout de la moitié de ta peine. Donc franchement, il est censé faire 15-20 ans. Et ressortir. Et là, il a quel âge? Je sais plus, il avait 33, 36, la trentaine. La quarantaine, cinquantaine, voilà, il ressort à la cinquantaine, et c'est merveilleux, on va avoir un nouveau Fourniret. Et voilà. Et voilà. Voilà, la merveille de la justice française. C'est que ce serait bien trop facile. Voilà, 30 ans, mais ça sert à quoi de le dire? 30 ans de réclusion criminelle quand on sait qu'il ne fera jamais 30 ans. Jamais. Et en plus, coup de théâtre, parce que, encore une fois, ça peut pas être si facile que ça, il débute un processus en appel. Parce qu'il est pas content. J'ai tué ma femme, mais je veux pas rester en prison, c'est pas juste parce qu'on me donne des médicaments, et puis je vois pas beaucoup le soleil, et puis je suis enfermée, et puis c'est triste. Et tu sais qui d'autre est enfermé? Ta femme. Tu sais où elle est enfermée? Sous terre, dans la mort, voilà. Parce que tu l'as tuée, voilà. Voilà. Et du coup, en juillet 2026, c'est-à-dire maintenant, il a fini, le fameux Cédrico Pépito, il a fini par transmettre des aveux, parce que c'est pas trop tard, au bout de 6 ans. Pour faire sa démarche en appel, souvent, vaut mieux plaider un bon coupable de « oui, je l'ai fait » et collaborer avec la justice pour réussir à avoir une remise de peine ou avoir une peine plus légère dans le procès en appel. Et du coup, il fait quelque chose de très intelligent, qui est de coopérer. Donc, il a transmis des aveux, en mode « oui, j'ai bien tué ma femme, c'est moi », etc. Donc, il a reconnu avoir tué Delphine pendant la fameuse dispute, et il affirme avoir transporté son corps dans la voiture familiale. Voilà, super. C'est vraiment génial. Et pourquoi ? Pourquoi, à votre avis, il décide de faire ses aveux? Ce n'est absolument pas pour l'appel. Non. C'est parce que, d'après lui, il ressent de profonds regrets. Ah, tu mérites tellement de devenir un eunuque. Ou juste eunuque, je sais plus. Un eunuque? Être eunuque, je ne sais plus. En fait, tu mérites vraiment d'avoir ton pénis coupé au sécateur et qu'on te l'enfonce au fond de la glotte et qu'elle vienne te vraiment toucher la petite cloche au fond de ta gorge. Voilà. Justement la glotte, voilà. Mais vraiment, c'est que ce que tu mérites. Est-ce que beaucoup d'hommes méritent? Ah, ça ne tenait qu'à moi. On serait dans une putain de dictature, mais ce serait génial. Mais ce serait une dictature, mais heureuse. Pour nous. Pour nous. Pour tous les gens qui, comme je le rappelle, alors les femmes, les gays et les hommes cis hétéros qui ont le pins dans leur téton là et où c'est vert. Oui, ça veut dire que c'est bon, en fait, ils sont gentils. Et tous les autres, là, ce serait les enfers sur Terre. Et ce serait génial. Parce que vraiment, toutes les meufs que je rencontre me disent qu'elles détestent les hommes. Mais vraiment, à un point. Et parfois, je suis même surprise parce qu'il y en a qui les détestent plus que moi. Je suis en mode, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et en fait, si.
Oh putain, mais les trucs que j'entends, c'est ce que je vous dis, vous choque, mais les trucs que moi j'entends, entre quatre murs, c'est pépite. Bref. Donc oui, je retourne dans le personnage, Cédric ressent de profonds regrets. Et c'est pour ça qu'il décide enfin de collaborer avec la police, parce que il se dit que voilà, il doit se repentir. Et il se sent mal, il a besoin que le corps de sa femme soit retrouvé, même pour ses enfants, parce qu'on oublie un petit peu les enfants qui ont perdu leur mère. Ils l'ont pas perdue d'ailleurs, parce qu'elle est pas perdue quelque part, elle est morte. Voilà. Parce qu'on a tendance à dire oui, j'ai perdu quelqu'un... Non, cette personne est morte, voilà. Utilisons les mots. La personne est morte, assassinée, voilà. Tu as assassiné la mère de tes enfants, voilà. Super pour les gosses, hein. Vraiment super pour les enfants. Super héritage familial. Pratique. Bah t'as pas de mère et t'as pas de père non plus, parce que ton père est un gros chien, voilà. En prison. Mais c'est génial. Donc oui, profond regret, mon cul, hein, voilà. Donc il est en pleine procédure pour faire appel, pour diminuer sa peine. Et du coup, par exemple, ça pourrait lui permettre d'écoper de 20 ans de prison au lieu de 30. Et du coup, de sortir au bout de 10 ans. C'est possible qu'il perde 10 ans à sa peine, hein. Franchement, je pense qu'il peut prendre 20 ans et il sort au bout de 10. Hein. Et là, pouf, Cédric, dehors. Ah, je sais même plus quel âge il a, là, 46, voilà. Encore une fois, il sort et on existera toujours, en fait. Et le monde existera toujours. Pouf, Cédric, de retour parmi nous. Quelle joie! Mais quelle joie! De retrouver Cédric dans... Rendez-vous dans 10 ans. J'ai pas le rythme, mais c'est une chanson, non? Rendez-vous, je sais plus. Mais c'est une affaire, c'est une chanson, bref. Je me perds. Mais tout ça, ça pose aussi une question, l'affaire Jubilard. C'est Jubilard. Pardon. Je vois pas pourquoi je m'excuse, en fait. J'ai tendance à m'excuser tout le temps, là. Mais sucez bien, va. Sucez. L'affaire Jubilard pose quand même une question. Pourquoi l'entourage direct ou la société ignore les menaces de mort aussi explicites? Parce que je vous ai dit, il a menacé de mort. On était au courant qu'il voulait sa mort au moins 1 mois avant les faits. Mais ça se trouve, bien plus tôt, on était au courant. Et en fait, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent expliquer ce manque de vigilance-là. Il y a la banalisation de la violence verbale. Bon, ça, en vrai, I plead guilty, je suis coupable. Parce que moi-même, j'ai un langage verbal qui est très agressif, mais moi, je suis une femme, donc j'ai le droit. Dictature hein. Ouais. Ouais, dans le langage courant, les expressions comme « ouais, je vais le tuer, je vais la tuer », malheureusement, c'est employé à tort à travers pour exprimer un agacement ou une forte colère. Mais encore une fois, je pense que c'est plus « je veux ». Oh, vas-y, j'ai trop envie... Non, je vais... Limite, putain, j'ai envie de le buter. Mais je veux et je vais. Je trouve que ça, je panique. Si quelqu'un me dit mais je vais la buter celle-là. Ouais, non, si tu me dis ça. Ouais. Ah, je te jure, si elle me casse encore les pieds, je vais la buter. Ouais, mais même, je sais pas. Ça marche quoi si c'est dans la bouche d'une femme, en fait? Si c'est dans la bouche d'un homme, 911, emergency, call the police. Et donc, bref, l'entourage et la police, voilà, tous ces gens-là ont tendance à rationaliser. Ce que je peux comprendre pour, encore une fois, la mère, parce que j'ai pas envie de mother shamer. Je peux comprendre quand... Et c'est difficile de comprendre, et peut-être qu'il y en a certains de vous qui seraient pas d'accord avec moi, mais il faut réussir avec le peu d'empathie qu'on a. Non, en réalité, je suis très empathique, on dirait pas, mais c'est bien mon problème, c'est bien pour ça que je suis très en colère. C'est parce que, bref, voilà. C'est parce que une maman, elle aime inconditionnellement son fils. Et je pense que c'est inconcevable pour une mère d'accepter que son fils va tuer quelqu'un. Donc je pense qu'il y a un déni. Et puis tant qu'il l'a pas fait, encore une fois, tu peux pas te dire, voilà. Tu te dis, mais bon, au pire, j'ai un fils, il est un peu teuteux, un peu taré. Mais je peux comprendre cette difficulté. Mais au bout d'un moment, quand tu entends à maintes et maintes reprises la même chose, quand tu vois le comportement de ton fils,
Quand t'entends « je vais tuer une personne, que je vais l'enterrer et que personne va la retrouver », là, il n'y a pas trop d'excuses, en fait. Parce que là, on n'aimait pas seulement un agacement, là, on est en train de faire un plan, bah oui, et puis après, je vais lui découper les triceps, et puis, je sais même pas ce que c'est un triceps, vas-y, j'en ai rien à foutre, et j'ai fait médecine, moi. Non, bref. Ensuite, il y a aussi le biais de normalité, c'est-à-dire qu'encore une fois, et c'est lié à ce que je disais, le cerveau humain a du mal à concevoir l'horreur. C'est-à-dire qu'avant que ça se passe, on peut pas s'imaginer que ça s'est passé. C'est qu'une fois que ça s'est passé, on se dit bah oui, t'es teuteux, pourquoi tu l'avais pas vu avant ? Bien évidemment. Mais on a du mal à concevoir l'horreur, surtout venant d'un proche, un fils, un ami, voilà, quelqu'un de vraiment proche, parce que admettre que la menace est réelle, ça signifie aussi accepter, qu'on côtoie un assassin potentiel. Si t'es un parent, eh bien que t'as mal fait ton taf, potentiellement, et ça crée un inconfort psychologique que l'esprit, il peut pas imaginer, il préfère fuir en minimisant les faits. Non mais putain, je m'imagine des trucs. Et parfois, on a tendance à faire ça nous-mêmes, on s'auto-manipule. Enfin, le nombre de fois, on va être dans des relations, on va dire mais non, mais vas-y, c'est pas moi. Alors que tu sais, et que à posteriori, tu vas dire bien évidemment, mon ex c'était un tocard, ou tel pervers narcissique avec qui je suis sortie, je sais pas, il a fait ci, bien évidemment, mais tu t'auto-manipules parce que non, mais c'est pas possible, non. Ensuite, il y a aussi l'invisibilisation de la détresse de la victime. En fait, très souvent, les femmes victimes de menaces ou d'un climat d'emprise, elles vont cacher la gravité de la situation à leurs proches, par honte, comme si c'était de leur faute, par peur des représailles, ou pour protéger leurs enfants. D'autant plus quand il y a des enfants en jeu, j'avoue que ça peut causer réellement problème. C'est-à-dire que Delphine, elle va pas oser trop dire parce qu'elle a envie de faire les choses plutôt bien. Et elle gérait sa séparation dans une solitude qui est quand même plutôt relative, parce qu'elle dissimulait l'intensité quand même de la crise conjugale, sa double vie, etc., à son entourage direct en tout cas. Et ensuite, il y a aussi le manque de formation des policiers et le manque de structure. Jusqu'à récemment, il n'y avait pas de réflexe automatique pour signaler ce genre de menaces-là à la justice. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience des dynamiques de féminicide. On a conscience de ce mot-là, même féminicide. Et ça montre que toute menace de mort au sein d'un couple en rupture, ça doit être traité comme une urgence absolue. Mais sauf que ça l'est pas, enfin c'est pas fait en fait. C'est-à-dire que oui, on se dit que ça doit être géré comme une urgence absolue, mais ce n'est pas le cas. Dans beaucoup trop de situations, ça n'est pas le cas. Parce que on laisse faire et parce que c'est le système. Et en plus, souvent, la séparation, c'est statistiquement le moment le plus propice au passage à l'acte. Surtout à partir du moment où la personne se sépare, une fois qu'elle part, elle est encore plus en danger. Parce que d'un coup, la personne veut se venger. Ah, t'es parti, tu m'as fait tout perdre, etc., etc. Et en fait, on est dans un système qui ne prend pas en compte ça. Ça demande trop de changements, trop de remise en question. Et c'est infernal de se dire ça. Et surtout là, infernal de se dire que ce mec minable est en train de faire une nouvelle procédure en appel et qui va certainement avoir une réduction de peine parce qu'il coopère. Et que même s'il se prend 20 ans, il ne fera jamais 20 ans. Jamais, ça n'existe pas. Parce que c'est pas une peine incompressible. Donc il va faire la moitié de sa peine, comme c'est le cas à chaque fois. Et il va sortir au bout de 10 ans. Au pire, au bout de 15. Au pire. Genre vraiment au pire du pire. Voilà. Encore une fois. C'est des merdes. Voilà ce que j'ai à dire. C'est des énormes merdes. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust.